Bonsoir à tous. Je démarre avec cette question. Lorsque vous entendez Météo France, c'était il y a 10 jours, annoncer son scénario sur la France à plus 4 degrés de réchauffement climatique, quelle est votre réaction spontanée? Soyez concentrés. Réponse A. Oh là là, non, j'en peux plus des mauvaises nouvelles, j'ai envie de me détendre et je scrolle vers la publication suivante. Réponse B. Oh là là, quelle angoisse, ça va être horrible. Réponse C. Il faut que je regarde ça de plus près. Est-ce que ça va vraiment toucher toutes les régions de France? Réponse D. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser ce scénario? Réponse E. Météo France a été infiltré par les Illuminati. Je le savais. Voilà. Parmi ces 5 réactions, il y en a une, la B, qui est explicitement dominée par la peur, on pourrait même dire l'angoisse. Et puis il y en a une où la peur, elle est dépassée. Et il y en a 3 où, en apparence, il n'est pas question de la peur, mais je pense qu'il y a une peur cachée. C'est ce que je voudrais commencer à creuser un peu avec vous. C'est que quand nous sommes confrontés à quelque chose d'impressionnant, notamment cette crise environnementale que nous avons devant les yeux, eh bien, une tentation, une réalité, c'est qu'il peut y avoir des peurs enfouies, on pourrait dire. Et donc, on peut prendre quelques instants pour méditer ensemble sur comment démasquer peut-être des peurs qui sont là et que nous n'avons pas bien identifiées. Nous avons tous des tactiques, on pourrait dire, plus ou moins conscientes pour éviter la peur. Parce qu'avoir peur, c'est pénible, c'est inconfortable psychologiquement. Et donc, c'est une situation que nous voulons éviter. Et pour éviter ça, eh bien, nous développons des tactiques pour ne pas nous trouver dans ces situations qui provoquent la peur. Voilà. Si vous êtes chez des amis qui ont un appartement, je ne sais pas, au 10e étage d'un immeuble à Paris, vous êtes en train de prendre l'apéro et on vous dit viens voir la vue, etc. Et regarde en bas. Voilà. Si vous n'avez pas le vertige, vous n'êtes pas sujet au vertige, vous pouvez vous avancer et y aller. Mais peut-être que si vous êtes sujet au vertige, vous n'allez pas souhaiter vous approcher du bord du balcon et éprouver ce vertige intérieur. Vous préférez rester à distance, ne pas regarder et finir votre spritz tranquillement. De la même manière, je pense qu'il y a des horizons, il y a des vues un peu vertigineuses, des perspectives vertigineuses que nous ne souhaitons pas regarder. Parce que ça nous donne le vertige intérieurement. Et donc la tentation un peu numéro 1, on pourrait dire peut-être, c'est d'éviter la peur, d'éviter d'être confronté à la peur. Quelles sont les tactiques pour ça? La première, on en parle de temps en temps, c'est la distraction. C'est qu'au lieu de regarder la chose en face, je vais trouver quelque chose qui me permet de regarder ailleurs. Voilà. Et donc l'hyper-distraction, c'est quand même le moyen, on pourrait dire, le plus efficace de notre esprit pour détourner mon objet, pour détourner mon esprit, je veux dire, d'un objet qui le préoccupe ou qui peut l'inquiéter. L'expérience la plus commune que nous avons de la distraction, c'est ce qui se passe lorsque nous n'avons pas envie de travailler. Voilà, donc j'ai à travailler et je vais aller faire autre chose. On en avait parlé dans l'escale sur la procrastination, vous pouvez réécouter l'épisode. Mais peut-être nous avons moins repéré en nous comment la distraction peut aussi nous servir, entre guillemets, à nous détourner de ce qui nous inquiète, de ce qui me fait peur. Très concrètement, ça veut dire ne pas s'informer, par exemple, sur la réalité du dérèglement climatique, sur l'état alarmant, par exemple, de l'effondrement du vivant, des choses dont on a parlé la dernière fois. Ça ne veut pas forcément dire que nous sommes insensibles au sujet. Peut-être que ça veut dire qu'il y a une part de nous, en fait, qui pressent ou qui sait déjà que ce sujet, il est en fait très grave. Donc il y a une part de nous qui est peut-être déjà très sensible à ce sujet-là, ou trop sensible même, et qui ne veut pas y être confrontée. Vous voyez, peut-être que pour certains d'entre nous, pour ceux qui nous écoutent, il peut y en avoir qui ne veulent pas envisager cette information-là ou cette réalité-là, parce que nous pressentons que c'est trop gros, quoi, que ça va nous donner le vertige.
Alors, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que, vous voyez, dans mes distractions, il y a une part de fuite de la peur, notamment face à cette crise socio-environnementale? Deuxième tactique, après la distraction, c'est ce qu'on pourrait appeler la relativisation. Donc là, c'est pas je mets la tête dans le sable, mais c'est j'enfile des lunettes roses, c'est-à-dire je mets un filtre polarisant sur le réel par rapport à ce qu'on me décrit de la réalité. C'est peut-être un peu schématique, mais c'est typique parfois dans des histoires de couple. Vous voyez, quand si la femme apporte quelque chose d'inquiétant, une inquiétude, il n'est pas rare que l'homme cherche à relativiser. Voilà. Et les phrases types de la relativisation, ça va être t'inquiète pas ma chérie, ça va aller, on va trouver une solution. Voilà. Mais là, derrière ça, il peut y avoir quelque chose de positif, mais il peut y avoir aussi en fait la volonté d'éviter d'entendre de la peur, vous voyez, qui vous vient dessus. Qu'est-ce que ça donne si on transpose sur la situation d'un scénario de la France à plus 4 degrés? Ça veut dire on ira habiter en Bretagne. Ou bien alors 34 degrés au lieu de 30, en vrai ça va, vous voyez, c'est pas la mort. Donc, vous voyez, je m'accroche à la partie, on pourrait dire, acceptable du scénario, ou bien je me fais une petite projection un peu de secure, la maison en Bretagne, pour me dire que ça va aller, mais en fait je n'envisage pas le réel. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait peut-être faire 34 ou plus aussi en Bretagne. Ou bien si la Bretagne est le seul coin de France, je ne suis pas en train de vous vendre des choses en Bretagne, des biens immobiliers en Bretagne. Si la Bretagne est le seul coin de France où en fait il fait bon vivre, peut-être que je n'aurai pas les moyens de me payer une maison en Bretagne. Et le problème de cette relativisation, c'est que je me raconte un peu des histoires à moi-même, quoi. C'est-à-dire, au prix d'une forme d'illusion, j'entretiens quelque chose. Je me mens un peu à moi-même, et alors que je devrais essayer de peut-être de mettre cette énergie-là dans imaginer des scénarios crédibles pour demain. Voilà, ce dont on parlera la prochaine fois. C'est une deuxième question. Est-ce que je repère en moi cette tactique, on pourrait dire, de relativisation? Vous voyez, ça va aller. Mais qui est une forme de mensonge que je me raconte, parfois en le racontant aux autres, pour ne pas affronter une peur. Toujours le même point. Et puis la tactique 3, c'est le niveau du dessus. Après la distraction ou la relativisation, c'est la négation du réel. Donc ça, je mets des lunettes noires et je dis ce qu'on me raconte est faux. Alors évidemment, on peut toujours challenger des scénarios qui nous sont proposés, parce qu'a fait BTO France, il nous donne un scénario en 2100, on peut discuter de ça. C'est de la modélisation qui est extrêmement complexe, on peut toujours discuter. Encore faut-il avoir la compétence pour le faire. Je ne l'ai pas, donc je ne le fais pas. Mais vous voyez, ces scénarios, ils sont adossés sur des évolutions en cours aujourd'hui. Et donc, il y a un réel aussi que nous avons devant les yeux. Un constat d'une évolution sur 50 ans, sur 100 ans, sur 150 ans, qui émane de disciplines, de personnes très diverses. Ce n'est pas uniquement une personne qui nous propose ça. Je ne développe pas, mais la question, vous voyez, 3, c'est essayer de repérer, est-ce que ça m'arrive aussi, ou est-ce que j'envisage que parfois, derrière cette négation du réel, ce qu'on peut appeler le climato-scepticisme, il peut y avoir en fait une tactique secrète de l'esprit pour éviter la peur. Si nous mettons, ça vaut pour la crise écologique, mais ça vaut pour d'autres sujets, je pense. Vous voyez, ces manières de ne pas voir des peurs. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à regarder la peur en face, à la vivre, à l'éprouver. C'est difficile. Mais une fois qu'on a passé cette première étape, il est bon en fait de regarder la peur en face, on pourrait dire de la nommer. Et donc la question c'est de quoi avons-nous peur en fait? De quoi ai-je peur? Et la deuxième question qui est peut-être la plus décisive, c'est qu'est-ce que cette peur me dit? Parce qu'en fait la peur en nous c'est quelque chose qui est bon, qui me dit quelque chose sur le réel.
Peut-être la première peur que nous avons face aux perspectives de réchauffement climatique, de dérèglement climatique et autres, la première peur que nous avons, c'est la peur de souffrir physiquement demain. En tout cas, moi, je l'ai, cette peur-là. C'est-à-dire que si jamais la France est à 34 degrés au lieu de 30, vous voyez, l'été, en fait, ça veut dire que ça va être compliqué de passer 3 mois et demi à Paris. C'est ça que ça veut dire, entre mai et septembre. Je ne suis pas en train de dire ça pour générer de la peur en nous, mais pour dire, en fait, parfois, il faut regarder ça en face. Et au fond, qu'est-ce que ça me dit? Du coup, cette peur, ça me dit quelque chose de très concret, c'est que ma chair se sent menacée. Vous voyez, ma chair, elle pressent quelque chose. C'est-à-dire que je fais partie d'un tout qui est en train d'être fragilisé et ça va me toucher dans mon corps. Voilà. Et ça dit quelque chose de bon. Ça veut dire que je fais partie de l'environnement. Vous voyez, je ne suis pas extérieur. Je fais partie de l'écosystème du vivant. De quoi d'autre avons-nous peur? C'est la peur de basculer dans l'inconnu. Je vous disais, les scénarios, ils sont un peu imprévisibles. Personne parmi nous ne peut dire ce que ce sera de vivre en France dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. En fait, nous ne savons pas. Nous n'avons rarement eu aussi peu de visibilité sur ce qui nous attend. Et ça, c'est difficile. Et cette peur-là, vous voyez, elle me dit quelque chose de vrai, c'est que le monde dans lequel nous sommes est en train de perdre en lisibilité. Le monde devient imprévisible. Et ça, c'est une vérité qu'il est bon d'entendre. Nommer cette peur-là pour la dépasser ensuite. Et puis une troisième peur, de quoi avons-nous peur quand nous entendons, vous voyez, ces nouvelles-là sur... je reste sur juste cet aspect de... vous voyez, le vivant est fragilisé. Il y a quelque chose dont nous avons peur, qui est peut-être moins intuitif pour des citadins, c'est que nous avons peur de perdre ce qui nous est cher, au fond. Chacun de nous, peut-être ici, vous voyez, il y a des paysages que nous aimons particulièrement, que nous retrouvons peut-être pendant des vacances, depuis que nous sommes petits ou autres. Il y a tel lieu, tel arbre que j'ai vu pousser au fil des années, etc. Et ce qui nous est annoncé sur l'avenir nous dit que peut-être un certain nombre des paysages que nous connaissons vont disparaître ou vont en fait être complètement transformés. Et ça, humainement, c'est quelque chose de très difficile. De nous dire qu'il y a des paysages que nous aimons, peut-être nous allons les perdre de vue. Peut-être parmi vous, certains vont de temps en temps dans des coins de montagne, ce n'est pas du tout mon cas, et ont déjà cette expérience-là, qu'en fait, ce n'est plus le même paysage que... moi, je connais des gens qui vivent en montagne, ils me disent ça. Ce sont déjà plus les mêmes paysages. Voilà. Et la peur de perdre ça ou de commencer à voir que sans ça, qu'est-ce que ça a de positif ou qu'est-ce qu'il y a à entendre? Qu'est-ce que me dit cette peur? Eh bien, c'est que nous avons, et c'est bon, un attachement à cette nature qui est autour de nous. Voilà. Ça me dit même plus, ça veut dire que, vous voyez, il y a quelque chose en moi qui est lié à la beauté du monde. Et de sentir ça en nous, vous voyez, la peur me dit aussi la valeur de ce à quoi je suis attaché. Et si je laisse cette peur me dire ça, eh bien, peut-être ça va me donner de l'énergie pour avoir envie de protéger justement ces paysages, de protéger ces créatures auxquelles je suis attaché, ces créatures que j'aime. Démasquer les peurs, les regarder en face, prendre ce temps-là, entendre ce qu'elles me disent, mais pas pour y rester évidemment enfermé, mais pour les dépasser. Donc nos peurs, elles sont utiles, elles sont bonnes à entendre, pas pour y vivre, pas pour vivre dedans, mais pour, en les affrontant, les traverser, les dépasser. Et je termine juste en donnant peut-être 3 directions qui peuvent nous aider à traverser les peurs que nous vivons, c'est notre condition humaine. La première direction que j'ai constatée, on pourrait dire pour moi-même, mais aussi pour pas mal d'autres personnes, c'est de sortir de l'isolement. Souvent, vous voyez, la peur, elle est auto-entretenue par le fait que je reste seul face à une peur. Voilà. Si quelqu'un d'autre, je rejoins quelqu'un d'autre avec qui je peux le nommer et déjà mettre les choses, vous voyez,
mettre les choses au clair, à la lumière, et bien souvent il se passe quelque chose, vous voyez, ça brise le cercle un peu de la peur, en brisant le cercle de la solitude. Bon, la condition, c'est de se retrouver avec des personnes qui elles-mêmes veulent avancer, pas des personnes qui veulent cultiver la peur. Première direction, donc sortir de l'isolement. Ça fait plus de 10 ans moi, que j'accompagne des groupes sur ces questions de crise écologique et de comment vivre là-dedans. Et déjà, souvent les gens, premier effet qui se coule de rejoindre le groupe, c'est tout à coup, il y a une angoisse qui redescend, quoi. Je suis plus tout seul. Et donc, ça me dit intérieurement que ensemble, on peut faire quelque chose. Voilà. Deuxième direction, sortir de ce qu'on pourrait appeler la fascination du mal. Ça, c'est quelque chose que nous avons à réaliser que souvent, vous voyez, le mal que nous avons devant les yeux peut nous fasciner et créer comme de la paralysie en nous. Alors la Bible, il y a plein de passages dans la Bible qui repèrent ce mécanisme-là pour justement nous aider à en sortir. Et d'une manière très particulière, le dernier livre de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse, quand on entend ce nom-là, on s'imagine quelque chose qui fait peur, mais c'est précisément un livre qui nous dit que quand nous sommes confrontés, vous voyez, au désordre cosmique, politique, etc., quand nous sommes confrontés à ça, ce livre nous aide à ne pas être dans la fascination qui paralyse. Voilà. Donc il y a vraiment dans la Bible une attention à ce phénomène-là, et ça nous guette tous, vous voyez, face à ce qu'on appelle la sidération, quoi, face à une situation un peu violente. Il y a quelque chose en nous qui s'arrête et qui ne bouge plus. Et tout l'enjeu, c'est de se remettre en mouvement. Vous voyez, repérer ces phénomènes possibles de fascination face au mal et puis nous remettre en mouvement. Et c'est la troisième direction, c'est de passer à l'action. Voilà. Ce qui veut vraiment nous aider aussi à sortir de la peur, c'est justement de ne pas rester dans la fascination, mais de commencer à agir, même des petites choses. Même des petites choses. Nous mettre en mouvement. C'est encore quelque chose que j'ai constaté avec énormément de personnes, des centaines de personnes, c'est que quand il y a cette peur-là en nous, cette angoisse qui est présente, de commencer à faire quelque chose, même si on se dit que c'est sans commune mesure avec l'amplitude de ce à quoi nous sommes confrontés, nous aide à dissiper la peur. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ça pourrait être une question pour nous. Quelle décision concrète et réaliste est-ce que je peux prendre aujourd'hui, une petite action qui va aller dans la bonne direction pour demain? Et la dernière direction, qui est une ressource spirituelle, j'ai déjà nommé dans la Bible ce livre de l'Apocalypse, et l'autre grosse ressource spirituelle, c'est ce que peut donner la foi en Dieu, créateur de ce monde. Et ce message qui est aussi présent dans la Bible, c'est que Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu n'abandonne pas sa création. Nous ne sommes pas laissés tout seuls face à ce désordre qui semble venir. Ce n'est pas une pensée tranquillisante pour nous dire Dieu va tout gérer, mais c'est une pensée, vous voyez, qui peut nous donner de l'énergie pour continuer d'agir, alors qu'à vue humaine, la situation semble extrêmement compliquée. Voilà, pour terminer, nous pouvons peut-être juste méditer quelques instants intérieurement. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux ou les lever. Et nous pouvons laisser monter dans notre cœur une des premières paroles qui est mise sur la bouche de l'homme dans la Bible. Lorsque Dieu s'avance vers lui, l'homme prononce cette parole, il dit « J'ai eu peur ». Comme s'il y avait dans la Bible cet encouragement à dire il est bon pour l'homme de pouvoir reconnaître en soi la peur. Alors si vous le voulez intérieurement, vous pouvez
peut-être juste prononcer cette parole mentalement, de dire, face à cette situation difficile de crise environnementale, je reconnais que j'ai peur. Et si vous voyez déjà plus précisément, vous pouvez dire de quoi vous avez peur exactement. Et pour pas simplement subir cette peur, mais nous mettre en mouvement, comme je vous ai invité il y a quelques minutes, vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce que je peux faire comme premier pas pour agir dans la bonne direction? Qu'est-ce qui me vient intérieurement? Quelle petite action, même modeste, pourrait m'aider à me mettre en mouvement? Et pour ceux à qui ça parle, la parole la plus fréquente dans la bouche de Dieu, dans la Bible, c'est « ne crains pas ». On l'entend 365 fois, c'est-à-dire que Dieu la prononce pour que nous puissions l'entendre chaque jour. N'aie pas peur. Voilà, pour chaque jour de l'année, il y a cette parole pour toi, de la part de Dieu, qui ne veut pas que nous soyons enfermés dans nos peurs. Et donc, si c'est vrai pour chaque jour, c'est vrai pour aujourd'hui, pour ce soir. Et donc, peut-être, si ça vous parle, laissez retentir dans votre esprit cette parole qui vient de Dieu, pas pour nous tranquilliser, mais pour nous communiquer une énergie et une paix qui nous rend capables d'agir dans ce monde. Laissez retentir en vous cette parole de Dieu qui dit à chacun de nous, ne crains pas, je suis avec toi.